Bonjour à tous et à toutes, on est ravis de vous retrouver donc pour cette nouvelle version, on va dire, de ce sommet international de l'innovation agricole qui s'appelle Agri-Startup Summit, réalisé cette année en partenariat avec la Chambre d'agriculture autour du Salon Tech Élevage. Donc c'est une nouvelle version avec des conférences qui vont rythmer tous les mois à venir. Donc là, on va avoir une première conférence qui va entamer cette série de thématiques, des thématiques agricoles qui du coup seront relayées soit sous forme de conférences avec là des intervenants et des experts qui témoigneront, soit sous forme d'exposés, donc des formes un peu plus courtes qui vous permettront à vous, agriculteurs et experts du monde agricole, de suivre un petit peu l'évolution de l'agriculture et de ces thématiques et problématiques qui collent du coup à nos agriculteurs et à la société également, parce qu'on va le voir justement, notre première thématique répond à une question autour de l'enjeu du climat. Donc le climat ne concerne pas que les agriculteurs et justement on va voir que souvent il faut travailler ensemble pour mener à bien de nombreuses opérations. Ces conférences et ces exposés, vous les retrouverez donc aussi bien sur nos réseaux sociaux, site internet des acteurs qui portent ces événements, mais également des partenaires comme la région Pays de la Loire qui nous accompagne tout au long de cette série, qui nous accompagnera tout au long de cette série. Et vous les retrouverez aussi en podcast. Donc, c'est l'intérêt qu'on voulait donner à ces conférences-là, donner la possibilité aux agriculteurs de pouvoir réécouter ces conférences. Donc, première conférence, je le disais, diffusée donc ce 19 janvier, face au changement climatique, l'agriculture apporteuse de solutions. Donc, différents experts pour pouvoir répondre à cette question-là. Sarah Colombier, donc, qui est consultante innovation, climat, air, environnement à la direction donc, IRD à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, témoignera. Monsieur Jacques Portalier, qui est expert transport climat, missionné par le ministère de l'écologie et membre également du Haut Conseil du climat. Michel Dauton, président de l'association Solénat, agriculteur et représentant également de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Et enfin, monsieur Nicolas Ventretsch, représentant RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, au niveau du groupe Banque Postale. Donc déjà, merci à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. Le temps nous est compté, donc je vais enchaîner directement et donner la parole à Sarah. Sarah, justement, on parle du climat, on parle des agriculteurs. Les agriculteurs sont acteurs de ce mouvement qui déjà est opérationnel depuis des années. Quels sont les leviers et les dispositifs qui sont à la disposition des agriculteurs? Donc, il faut savoir que les agriculteurs sont les premiers touchés par le changement climatique. Donc, très tôt, ils ont été sensibles à tout ce qui peut être fait pour réduire en fait le climat et le changement climatique. Et donc, sur une exploitation, il y a énormément de choses qui peuvent être faites pour réduire son impact. L'avantage, c'est que ça va toucher aussi bien l'élevage, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai des animaux qui produisent bien toute l'année, je réduis mes animaux, par exemple, improductifs, des animaux malades. Donc, j'améliore le bien-être animal, j'améliore aussi ma performance, mon impact par rapport au climat. Il y a aussi un grand nombre de leviers qui vont être liés aux intrants. Si j'achète beaucoup d'aliments qui viennent de l'extérieur, si j'achète beaucoup d'engrais, je vais avoir plus d'impact que si je gagne en autonomie fourragère, alimentaire sur mon exploitation. Et si j'arrive à mieux gérer, par exemple, mes effluents d'élevage et acheter moins d'engrais, ou mieux gérer mes sols et acheter moins d'engrais, je vais réduire mon impact sur le climat. Donc ça, c'est des aspects très techniques. On a aussi le volet bâtiment. À partir du moment où j'isole mieux mes bâtiments, où je gère mieux la ventilation, je vais améliorer le bien-être de mes animaux, mais je vais aussi améliorer mon impact sur le climat en ayant une facture énergétique moins importante. Et puis, il y a tout un grand volet et un volet majeur pour l'agriculture, ça va être lié au stockage du carbone, puisque en fait les plantes ont cet avantage de pouvoir capter le CO2 qu'il y a dans l'air pour le mettre dans les plantes et dans les sols de façon durable. Donc, tout ce qui va être lié à la conservation des sols, à l'amélioration de la fertilité des sols,
aux couvertures de sol qui limitent en plus l'érosion, les intercultures, la gestion de la matière organique, tout ça, ça va permettre de stocker plus de carbone dans le sol et également les prairies. La gestion des prairies, l'augmentation de la durée des prairies, l'augmentation du pâturage, l'augmentation des prairies permanentes, tout ça vont stocker encore du carbone dans les sols. Et enfin, on a le bocage, les haies, qui sont des plantes pérennes et qui vont pouvoir capter le carbone et le stocker dans le temps, dans le sol, dans les racines, dans les troncs. On a tout ce carbone qui peut être stocké. Donc, en fait, l'agriculture, elle subit, mais aussi elle est acteur. Et l'agriculture et la forêt sont les seuls à pouvoir stocker du carbone. Et c'est là l'une des solutions très intéressante qu'on peut travailler avec des agriculteurs dans le cadre de ces projets. On aura l'occasion d'y revenir. Justement, tu nous présenteras deux de ces méthodes un peu plus complètes et surtout qu'on pourra concrétiser parce qu'on va le voir, ces actions-là peuvent justement après trouver écho chez des entrepreneurs ou d'autres entreprises du territoire de façon à vraiment créer une dynamique responsable et sociétale par rapport à ça. Monsieur Portalier, donc je sais que vous êtes missionné par le ministère de l'écologie. Vous recueillez là en ce moment des retours d'expérience de ces acteurs qui sont impliqués dans ces opérations labellisées et autres relais. Quels sont les premiers constats que vous avez pu remarquer? Je conduis une mission pour le compte du ministère pour faire connaître le label bas carbone. Et je vais revenir un petit peu plus tard sur ce qu'est le label bas carbone et surtout dialoguer avec les acteurs du territoire autour de leurs attentes vis-à-vis de ces dispositifs et aider à mettre en place une dynamique une dynamique d'acteurs, une dynamique de réseau autour de ce dispositif. Donc ce dispositif, il a pour objectif d'aider les acteurs comme les agriculteurs ou d'autres secteurs à mettre en place des projets de décarbonation et surtout et aussi à être rémunérés, à capter une rémunération et financement complémentaire pour les accompagner dans ces actions. Et donc autour des sujets agricoles, il y a une dynamique importante qui est à l'œuvre, avec aujourd'hui un premier gros projet sur une méthode Carbone Agri qui est lancé au niveau national et qui est en cours de labellisation, qui rassemble pas loin de 300 exploitations agricoles. Des nouvelles méthodes autour des sujets passés dans une deuxième étape. Et encore d'autres méthodes qui sont en cours de développement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une appétence de l'ensemble des acteurs du secteur et de la filière pour, s'engager sur ces projets-là, avec aussi des co-bénéfices pour les exploitants agricoles, et d'autre part aussi une appétence vue des financeurs pour soutenir ces projets qui sont ancrés, dans les territoires et pour lesquels les financeurs ont une réelle motivation de démontrer leur engagement au travers du soutien à ces projets. Finalement, c'est le bon tempo du coup. On est sur quelque chose qui a été amorcé il y a quelques années et qui là finalement arrive à un point où tous les acteurs sont prêts, j'ai envie de dire. Oui, il y a effectivement, il y a un alignement de planètes, on pourrait dire, qui fait qu'aujourd'hui, il y a depuis 3 ou 4 mois, il y a une très forte accélération au niveau de la mobilisation des acteurs, que ce soit côté porteur de projet ou côté financeur. Et donc, c'est le bon moment, pour mettre en place ces réseaux pour faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent et que ces projets se concrétisent. Et alors justement, Michel, faire en sorte que tous ces acteurs se rencontrent, créer du lien, c'est un peu l'un des rôles, parce que je vais bien dire l'un des rôles de l'association Solénat. Est-ce que tu veux bien nous la présenter, cette jeune association Solénat? Solénat, donc déjà qui est la contraction de plusieurs mots, sol, environnement, nature, territoire. Donc effectivement, Solénat est une association qui a été créée là en mai 2020. Comme l'expliquait Monsieur Portalier, il y a un certain nombre d'acteurs et de dispositifs qui se mettent en œuvre. Et donc, il nous fallait, au niveau de la région Pays de Loire, avoir une structure qui permette à ces acteurs de se rencontrer. Et donc, Solénat a été créé pour mettre en relation les agriculteurs qui, sur le terrain,
mettent en œuvre les dispositifs exprimés par Sarah Colombier à l'instant, notamment autour du stockage du carbone. Hein, mais Solénate ne se limite pas à cet aspect-là. Solénate est aussi là pour accompagner les agriculteurs et les entreprises sur toutes les aménités positives que peut apporter l'agriculture sur la biodiversité, sur le paysage, sur l'impact sur la qualité de l'eau. Donc, c'est une association créée par les agriculteurs, pour les agriculteurs, qui, encore une fois, je le répète, est la structure agrégatrice qui va donc faire le lien et signer les contrats entre des agriculteurs qui mettent en œuvre des dispositifs sur leur propre entreprise ou au service des autres activités économiques, et en face des entreprises privées ou publiques qui, dans le cadre du respect de leur RSE ou au travers de mécénat, souhaitent accompagner ces actions en faveur du changement climatique, en faveur des actes positifs de restriction, de diminution d'émissions de gaz à effet de serre, notamment lorsqu'on parle de carbone. Donc voilà, Solénate est là pour organiser ce marché quelque part, parce que ces actions peuvent et génèrent aussi parfois des charges supplémentaires chez les agriculteurs ou des diminutions de production. Donc elles sont aujourd'hui monétisables, et il est indispensable que ces aménités positives et cette action de l'agriculture en faveur de l'environnement puissent être effectivement valorisées et contractualisées. C'est le rôle de Solénate. Je vous invite à aller sur le site internet Solénate, justement, où vous pouvez, si cela vous intéresse, retrouver toutes les informations et surtout les contacts, parce que je pense que là, on le redira aussi dans cette conférence. Je pense que les agriculteurs qui nous écoutent vont aussi avoir besoin d'avoir des référents, voire passer peut-être des audits dans leur exploitation, et justement, les experts de la Chambre d'agriculteurs peuvent tout à fait accompagner ces agriculteurs dans cette démarche-là. On parle agriculture, mais on parle aussi, il y a un acteur qui est omniprésent depuis le début, c'est vraiment l'aspect aussi entreprise extérieure du monde agricole, parce que l'objectif, c'est de mettre en place une collaboration. Et donc là, justement, Monsieur Van Trech, vous travaillez, vous, pour le groupe donc, de la Banque Postale, de la dimension RSE. J'ai envie de dire, la Banque Postale, vous êtes un petit peu précurseur par rapport à cet accompagnement, à ce travail en lien avec le climat et justement l'amélioration des méthodes et autres. Oui, en fait, tout ça, ça a démarré suite à un constat. On s'était dit qu'on avait comme ambition de donner un coup d'accélérateur à notre politique de réduction de notre empreinte carbone. Et pour ça, il nous a fallu trouver un nouveau levier à actionner pour atteindre nos objectifs assez ambitieux. Et on s'est dit qu'une des façons de le faire, c'était d'octroyer un prix à cette externalité négative qui est le carbone, puisque ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et donc, en se dotant d'un coût unitaire pour chaque tonne de CO2 que nous émettions, une espèce de taxe carbone interne, finalement, ça nous permet de dégager une enveloppe. Et cette enveloppe, elle nous permet de financer deux choses. D'une part, des projets internes de réduction de notre empreinte carbone, mais parce que nous sommes un acteur très présent sur le territoire au travers de l'ensemble de nos points de contact, de nos agences et du réseau finalement des bureaux de poste au sein desquels on retrouve l'activité de la Banque Postale, entre autres, eh bien, on a voulu aussi agir pour réduire notre empreinte sur les territoires. Et c'est suite à cette ambition-là qu'on est rentré en contact avec une filiale de la Caisse des dépôts à qui on a demandé de nous sourcer comme ça des projets qui pourraient avoir un impact fort sur l'environnement au niveau des territoires. Et à cette époque-là, donc c'était il y a 5 ans, le label bas carbone n'existait pas, mais il était en germe. Il était en germe et finalement, là où on a pu
parié sur le succès de ce dispositif-là, c'est en nous disant que finalement, quand on allait financer des projets à valeur ajoutée environnementale, eh bien, ça permettait de financer la R&D aussi de ce label pour que sur le territoire français, on puisse également dégager des crédits carbone, puisque précédemment, les crédits carbone on pouvait les chercher que sur des projets dans une dialectique nord-sud. Et notre ambition, c'était de pouvoir aussi faire émerger ce type de crédit carbone sur le territoire français également. Et c'est comme ça qu'on a pu financer les premiers projets qui ont depuis été en mesure de dégager des crédits carbone. Et Carbocage, qui est donc le dernier projet en date, nous permet d'atteindre cet objectif exactement, puisque grâce au travail de mise en relation de Sarah avec les agriculteurs locaux, eh bien, on a pu apporter notre petite pierre à cet édifice. Alors justement, Sarah, est-ce que tu peux nous présenter cette méthode Carbocage et également un petit mot aussi sur Carbone Agri? Oui, donc tous ces travaux sont des travaux de longue date. Pour Carbocage, donc c'était un travail qui était financé par l'ADEME où on a pu quantifier le carbone stocké par des haies. Donc la méthode, elle va permettre d'avoir quelque chose de simple et clair pour l'agriculteur, concrètement qui puisse mettre en œuvre les actions et pouvoir justifier le carbone stocké. Donc en fait, on commence à faire un état zéro. Savoir comment sont les haies sur l'exploitation. Est-ce qu'elles sont en bon état? Est-ce qu'elles sont jeunes? Est-ce qu'elles sont vieilles? Est-ce qu'il n'y a pas des trous finalement? Est-ce qu'elles sont continues? Est-ce qu'elles jouent l'ensemble de leurs fonctionnalités? C'est-à-dire, est-ce qu'elles stockent bien du carbone parce qu'elles poussent bien, mais aussi leurs fonctionnalités sur la biodiversité, l'eau, etc. Parce qu'on voit bien que les entreprises qui ont une appétence pour ce type de projet ont un intérêt sur le stockage de carbone, mais aussi, on voit bien la Poste en une ambition d'accompagner la transition agroécologique sur le territoire. Et donc, on fait un état zéro pour voir comment sont les haies et on construit avec l'agriculteur un plan de gestion durable des haies. Donc, ça va de la gestion, avoir les bons gestes de gestion, parce que la haie, elle est déjà plutôt en bon état, mais il faut mieux la gérer pour qu'elle stocke mieux du carbone. Après, ça va aller sur l'amélioration, la régénération. Des fois, on a des trouées, comme je disais, donc il faut peut-être compléter un petit peu le linéaire pour qu'il soit complet. Et puis après, on peut aussi convertir. Par exemple, des haies basses, on va les laisser pousser en taillis, elles vont mieux stocker du carbone. Et puis aussi, on peut planter. Voilà. Donc, ce plan de gestion, il va comprendre en fait toutes les actions que peut programmer l'agriculteur sur le long terme pour stocker du carbone de façon permanente et ainsi retirer ce CO2 de l'atmosphère et répondre à l'objectif. Donc, l'agriculteur, on fait un plan de gestion sur 15 ans, mais on contractualise sur 5 ans. Et en fait, c'est sur 5 ans qu'on va pouvoir, avec la méthode label bas carbone qui est certifiée, un année 5, avoir des crédits carbone certifiés. Donc, ce qui se fait avec les entreprises, c'est quand même l'entreprise nous accompagne dès le début. Dès le début du projet, on va avoir un contrat avec l'entreprise et donc sur une durée de 5 ans et qui est renouvelable pour mettre en place l'ensemble du plan de gestion avec l'agriculteur. Et pour rebondir sur l'autre projet qui est la méthode Carbone Agri, qui est une méthode globale à l'échelle de l'exploitation. Donc, ça touche les exploitations d'élevage ruminant, donc bovin lait ou bovin viande. Et donc, pareil, on va commencer par savoir qu'est-ce qui se passe sur l'exploitation. On fait un état zéro, on regarde les factures d'intrants, on regarde le fonctionnement, le pâturage, on regarde tout, l'âge au vélage, la durée de vie des vaches. Elles sont 1, 2, 3, 4 lactations ou pas. Est-ce qu'elles restent longtemps sur la ferme? Le taux de renouvellement, enfin vraiment
tous les aspects de gestion de l'élevage et qui va pouvoir permettre de construire avec l'agriculteur un plan d'action, un plan d'amélioration qui vont mobiliser les leviers que j'ai cités tout à l'heure sur l'ensemble de l'élevage. Donc, c'est vraiment une approche globale. Et donc, pareil, ce projet-là, il est issu d'un projet européen qui était piloté par l'Institut de l'élevage, qui nous a permis d'avoir toutes les références pour qu'une fois sur le terrain, on puisse, à travers ces leviers, quantifier le carbone, soit évité, on émet moins de gaz à effet de serre, soit stocké sur l'exploitation à travers le plan d'action. Et pareil, c'est un engagement sur 5 ans. On fait un état zéro en année 1. On regarde à mi-parcours comment on a avancé et en année 5, on a les crédits. Par contre, la convention avec l'entreprise, elle se fait dès le début de l'engagement avec l'agriculteur. Alors justement, on se rend compte que c'est quelque chose dans le temps, hein. C'est vraiment quelque chose qui doit s'installer parce qu'il y a des adaptations, il y a des choses à mettre en place, mais on le voit bien, il y a une approche globale qui est déjà positionnée au début, donc l'agriculteur n'est pas tout seul vraiment pour se lancer dans des opérations comme ça. Monsieur Van Trech, vous, c'est en 2018 que vous avez commencé à travailler du coup sur la partie carbocage. J'ai envie de dire, on est en tout début 2021. Quel est le premier retour du coup sur ces premières années? Comment est-ce que vous vous projetez sur celle à venir? Et est-ce qu'il y a eu d'autres projets peut-être qui se sont mis en place toujours en lien avec l'agriculture? Oui, en fait, 2018, c'était première signature avec la chambre d'agriculture de Pays de Loire, mais avant ça, il y en a eu d'autres et depuis, il y en a eu d'autres. On a commencé ces interactions avec les acteurs locaux depuis 2015. Donc, on a financé dans le secteur de l'agriculture, par exemple, des projets de fermes laitières bas carbone. On a pu également financer des projets dans le bassin Adour-Garonne pour la préservation des nappes phréatiques. On a également, bien sûr, financé beaucoup de projets forestiers, d'amélioration du massif forestier, meilleure gestion des forêts, reboisement, bien entendu. Donc, on a une pluralité de projets qui ont été financés. L'important étant que chacun de ces projets puisse nous garantir finalement un impact vérifiable, mesurable. Et ça, c'est toute la solidité des prédiagnostics qui sont réalisés par nos partenaires qui nous permettent d'avoir ces résultats-là. Le principal avantage également de cette interaction locale, c'est également de pouvoir impliquer nos collaborateurs. Et ça, c'est une des grandes, je dirais, grande fierté, puisque donc c'est un dispositif que l'on mène au sein du groupe La Banque Postale, mais en partenariat également avec le groupe La Poste. Le groupe La Poste dans un programme global qui s'appelle le programme Climat plus Territoire. Et La Poste, vous vous en doutez, est présente sur tout le territoire. Et donc, à chaque fois qu'on va financer un projet, quand on regarde dans un rayon proche de ce projet, on va forcément trouver un site postal, donc que ce soit un centre financier, que ce soit un centre de tri, que ce soit une agence régionale, au sein de ce site-là, il y aura des collaborateurs. Et donc, pouvoir emmener ces collaborateurs sur le terrain pour leur montrer ce dont il est question, pour pouvoir, pourquoi pas de temps en temps les impliquer dans la plantation d'un arbre, dans la visite d'une ferme, eh bien, c'est aussi très valorisant pour le corps social, puisqu'ils se rendent compte que leur entreprise est impliquée et ça génère un sentiment de fierté et un sentiment d'appartenance fort à un groupe fier de ses valeurs finalement. Et pour moi, c'est presque ce qui est le plus important, au-delà bien sûr de l'impact réel sur l'environnement, c'est le fait de pouvoir embarquer les collaborateurs dans une dynamique vertueuse et dans une fierté d'appartenance. Et je pense que de la même fierté, de la même approche, on va dire, les agriculteurs sont aussi fiers de s'engager dans cette démarche-là. Et c'est vrai que recevoir, comme vous évoquez, des collaborateurs de la Poste, et même dans leur exploitation, pour montrer comment ça se traduit dans une exploitation, ça recrée du dialogue, ça recrée du lien. Donc, pour l'instant, que du positif par rapport à ces opérations-là qui se mettent en place. Justement, Michel, vous, le premier contrat qui a été signé, et aussi dans cette dynamique carbocage, j'ai envie aussi qu'on réponde à la question, on
parle de contractualisation pour l'agriculteur sur 5 ans, donc c'est la durée. Donc, mais quel est le retour, on va dire, concret pour l'agriculteur? Est-ce que ça peut être une nouvelle forme aussi de sécurisation financière par rapport à son entreprise et à son exploitation agricole? Oui, alors d'abord, rebondir effectivement sur les propos de Monsieur Vantress. L'intérêt de ces démarches, et Solenat est là aussi pour ça, c'est effectivement de rapprocher agriculture et société. On a vécu quelques moments difficiles et de fractures importantes, d'incompréhension. Et là, voilà, c'est aussi le moyen pour notre agriculture de faire la démonstration par la preuve de ce qu'elle peut apporter à l'ensemble de la société. Donc, comme l'expliquait Sarah, oui, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent aujourd'hui, et concrètement, le premier contrat a été signé donc fin 2020 avec l'entreprise MBPAC en Mayenne autour du dispositif Carbocage. Avec un agriculteur qui donc s'engage dans ce plan de gestion sur son exploitation. Donc là, on est vraiment dans la réalisation concrète et l'accompagnement concret de l'ensemble de ces dispositifs. Je pense qu'il ne faut pas non plus imaginer sécuriser une exploitation avec ce genre de dispositif, mais déjà, il est quand même important et crucial de faire reconnaître de manière sonnante et trébuchante l'action de l'agriculture, l'activité des agriculteurs, et au-delà de ce que l'on pouvait connaître au travers d'un certain nombre de mesures plus réglementaires, style MAE ou autres, où nous étions uniquement dans la compensation de charges supplémentaires. Là, l'esprit, et c'est partagé par tout le monde, c'est effectivement d'aller au-delà de la compensation de charges supplémentaires pour avoir un bénéfice de ces actions. Et je pense que il n'y a pas, enfin, il faut savoir l'affirmer, il faut savoir quelque part le revendiquer. Ces actions pour le climat, pour l'environnement. L'agriculture les fait d'ailleurs pour un certain nombre depuis de nombreuses années, et au risque de dévier un petit peu, mais je vais essayer de le faire court. Ce qui nous contraint aujourd'hui en agriculture, c'est bien justement ce différentiel de normes de production avec un certain nombre de pays autour de nous, avec des produits d'importation qui sont donc mieux placés sur le marché, mais avec des coûts de production différents parce que ils n'ont pas ces aménités positives sur l'environnement. Et donc aujourd'hui, si on peut les faire reconnaître sur d'autres dispositifs, les amplifier, parce que on le voit bien autour notamment des démarches carbocage, ça se traduit par de la plantation de haies, donc de la reconstitution d'un bocage. Donc là, c'est vraiment du gagnant-gagnant pour l'agriculture, pour la société, pour l'environnement et pour nos paysages. Cette notion de faire ensemble, d'approche globale, enfin, c'est vraiment, ça résonne dans vos témoignages aux uns et aux autres. Monsieur Portalier, justement, on parle depuis le début de cette conférence, on a entendu parler de ce fameux label bas carbone. Je ne veux pas mais un petit peu teaser votre conférence que vous allez nous tenir le 26 janvier, qu'on va pouvoir retrouver sur nos réseaux. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler de ce label bas carbone? C'est un dispositif donc qui a été un label d'État qui a été mis en place il y a maintenant 2 ans, mais qui je dirais une forte accélération depuis cette année, enfin depuis 2020, qui est un dispositif pour essayer d'accélérer la transition bas carbone de la France. Alors c'est un dispositif qui concerne le secteur agricole et forestier, parce que c'est des secteurs qui ont des cartes importantes à jouer de par le potentiel de réduction d'émissions, mais aussi pour tout ce qui est stockage carbone dans les dispositifs, qui peut aussi concerner l'ensemble des secteurs de l'économie. Il y a aujourd'hui des travaux pour développer des méthodes dans des secteurs du bâtiment, du transport, du recyclage, des choses comme ça. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que c'est le label bas carbone? En fait, c'est un dispositif qui permet de certifier des gains d'émissions.
Donc là, on retrouve un peu la question du global aussi que vous évoquiez tout à l'heure, puisque c'est pas simplement une approche carbone, c'est aussi une approche globale des impacts environnementaux et de valorisation aussi de ces co-bénéfices. L'objectif du label, c'est en captant des financements volontaires, je dirais, d'acteurs économiques comme les entreprises, mais ça peut aussi être des collectivités ou des particuliers, c'est de permettre à des projets de décarbonation d'émerger, sachant qu'ils n'auraient pas forcément trouvé de viabilité économique sans l'aide, sans cet apport de financement. Pour l'agriculteur, pour le porteur de projet, c'est un label de qualité, un label d'État avec une vraie volonté de faire quelque chose de robuste du point de vue de la performance environnementale. C'est l'accès à du financement pour ces projets-là. Les financeurs, on l'a vu, ils trouvent un bénéfice, alors parce que ça peut s'inscrire dans leur politique climat par des actions de compensation, mais aussi des éléments, je dirais, d'engagement plus forts au travers d'autres dimensions environnementales et aussi au travers de l'ancrage territorial, qui est un élément important et que les financeurs valorisent aussi dans ces projets-là. Et c'est aussi un troisième type d'acteurs qui sont intéressés par ce dispositif, c'est je dirais les collectivités, les institutions territoriales, parce que ça peut être un dispositif qui peut être utilisé pour mettre en place des plans de transition territoriaux avec les PCAET ou les SCOT. Ça permet de conclure du coup ce temps d'échange et du coup n'hésitez pas surtout en tant qu'agriculteur à aller vous rapprocher d'experts comme la Chambre d'agriculture qui pourra répondre à toutes vos questions. Merci en tout cas à tous les quatre de votre temps. Donc là n'hésitez pas à revoir cette vidéo, à l'écouter, à la partager autour de vous et vous l'avez compris, on vous donne rendez-vous donc le 26 janvier pour de nouvelles conférences et ce donc tout au long du mois de ce premier mois de l'année, de ce mois de janvier. Merci et à très bientôt.